Hello à toutes et hello à tous, bienvenue dans le premier épisode d'Equidé. Je suis Onounier, la créatrice de ce podcast et je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous et vos poilus vous portez bien avec l'automne qui est arrivé. Bienvenue dans le premier vrai épisode d'Equidé, puisque l'épisode 0 était ma présentation personnelle. Et je suis absolument ravie d'inaugurer la première saison en accueillant Camille Saute, la cofondatrice d'Equisense. Vous connaissez probablement Equisense à travers ses capteurs connectés, le Motion et le Motion S, et Camille à travers ses articles passionnants autour des aspects santé du cheval, dans lesquels elle vulgarise depuis quelques années maintenant, de manière assez brillante, les connaissances scientifiques complexes autour du cheval. Dans cet épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Camille sur son parcours, comment elle en est arrivée à allier passion et travail alors qu'elle avait renoncé à travailler dans le monde du cheval, les valeurs et le projet d'Equisense avec tout ce que les capteurs apportent aux cavaliers et aux équipes qui les entourent, mais aussi de préparation mentale, de hunter, de l'apport de la technologie dans le monde équestre et sa vision du secteur bien sûr. Une vision qui m'a beaucoup parlé et qui est très alignée avec ce que je souhaite transmettre à travers ce podcast. Donc j'espère que ça vous parlera tout autant à vous. Je vous souhaite une excellente écoute de ce premier épisode. Merci Camille d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Merci aussi de m'avoir proposé ce petit podcast. C'est vraiment un honneur de t'avoir. On va parler un petit peu de ton parcours en tant que cavalière, de Equisense, et puis de l'équitation plus généralement. Je voulais commencer par te demander quelle était la place du cheval dans ta vie et quel avait été ton parcours auprès des chevaux jusqu'à aujourd'hui. Je suis un peu née dedans parce que ma maman est cavalière aussi. Elle était monitrice. Elle a jamais, elle a peu exercé, mais en tout cas, elle était vraiment dedans. Elle montait beaucoup à cheval quand j'étais petite. Donc ça a été, je suis vraiment née dedans. C'était habituel pour moi. Donc j'ai commencé très tôt. D'abord de manière assez occasionnelle et puis après vers mes 8-9 ans je crois j'ai commencé à monter plusieurs fois par semaine donc ça a été toujours une habitude chez nous et puis c'est quelque chose qu'on partage beaucoup toutes les deux donc elle continue à me coacher maintenant elle m'a toujours coachée depuis que je suis adolescente et elle continue encore maintenant même si elle ne monte plus en tout cas elle me suit énormément et elle s'occupe beaucoup de ma jument. Donc, c'est vraiment une passion qu'on partage toutes les deux. Ah, génial. D'avoir pu partager ça en famille, ça doit être vraiment chouette. Ouais, vraiment. C'est pas toujours facile, hein, la relation mère-fille et coach est jamais évidente, mais en tout cas, sachant que c'était pas son métier, c'était, je pense, plus facile pour nous deux à accepter. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on partage beaucoup et qui, je pense, m'a beaucoup aidée. Elle a su être très exigeante avec moi. Elle l'est encore et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de vraiment progresser. Et du coup, tu as monté en centre équestre ou comment ça s'est passé? Ouais, j'ai monté beaucoup en centre équestre jusqu'à assez récemment en fait. Dans le centre équestre de mon village où j'ai démarré et j'y suis restée pendant de très nombreuses années et puis après avec mes études d'ingénieur j'ai dû bouger pas mal et puis finalement là maintenant je suis dans une écurie de propriétaire mais ouais j'ai commencé en centre équestre à poney, j'ai fait le circuit poney classique, après j'ai commencé les amateurs et puis j'ai acheté ma jument quand j'avais 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'elle partage ma vie. Et voilà, on a progressé toutes les deux, mais sinon j'ai eu un parcours assez classique en centre équestre. Ouais. Plutôt orienté CSO du coup? En fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai commencé par du complet très tôt. Donc j'en ai fait énormément jusqu'à mes études, ouais. Après, comme j'ai commencé par faire des études de médecine, puis ingénieur, ça a été plus compliqué de continuer le complet, mais c'est vraiment ma discipline de cœur. Je me suis après pas mal reconvertie au CSO et au dressage. Donc ça, j'en ai fait beaucoup aussi. J'ai fait plusieurs saisons de dressage pur et j'ai fait aussi un peu de hunter.
Et quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de horseball aussi en parallèle du complet. Donc, ouais, hyper j'avais la chance d'avoir un poney polyvalent. Très polyvalent, ouais, et on faisait les deux. Donc, voilà. Et j'ai touché aussi un peu à l'attelage. Donc voilà. Ouais, génial. Voilà, j'ai pu faire pas mal de choses et ça, c'était très chouette. Et comment ça t'a amené, du coup, de la pratique de l'équitation à cofonder une start-up dans le milieu équestre? Alors, c'était pas du tout prévu dans mon parcours de vie de monter une start-up, mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au départ, je ne voulais pas bosser dans les chevaux. C'était, en tout cas, travailler dans des écuries, pour moi, c'était hors de question. Je l'ai un peu touché du doigt à certains moments quand je me suis un peu perdue dans mes études, justement après médecine. Je voulais je voulais plus reprendre d'études. Du coup, je m'étais dit, je vais travailler dans des écuries, je vais passer mon BPGEPS, mon DEGEPS, et puis ça ira bien. Et puis finalement, après avoir travaillé pendant 4 mois à temps plein, je me suis dit qu'il me fallait quand même une profession plus intellectuelle. J'aime bien être aussi derrière mon bureau. Ça, tout le monde n'apprécie pas ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc voilà, j'ai fait donc 2 ans de médecine. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et en fait, ce qui me plaisait énormément, c'était la recherche et le développement dans le milieu du sport. Donc j'ai orienté tout mon parcours d'ingénieur là-dessus. Donc j'ai fait de la biomécanique et du biomédical dans la volonté de travailler à la base plutôt à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris. C'est là où s'entraînent les plus grands athlètes français. Ou bien je voulais aussi travailler, pourquoi pas, à l'IFCE. Ce que j'ai fait pendant 6 mois, ça a été mon projet de fin d'études au Cadre Noir, où j'ai travaillé sur l'interaction cavalier-cheval et la légèreté dans l'équitation. Et donc plutôt sur de la partie vraiment recherche pure. Et en fait, il se trouve que j'ai rencontré Benoît, qui est maintenant mon associé, qui lui avait l'idée de monter cette start-up justement, et qu'il est venu me chercher pour mes compétences à la fois en biomécanique et mes connaissances équestres. Et comme j'allais justement me former un petit peu plus sur la recherche dans le milieu de l'équitation, ça tombait très bien. Et donc c'est voilà, après cette rencontre que j'ai décidé de me lancer avec lui et de monter cette boîte. Mais c'est vrai que je l'aurais pas fait sans lui. Finalement, c'était la rencontre, mais ça t'a permis d'allier passion et travail. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là maintenant, du coup, c'est un vrai plaisir de pouvoir à la fois exercer mon métier d'ingénieur que j'aime beaucoup, de faire aussi beaucoup d'autres choses que ça, et pour autant de participer à l'évolution de ce sport qui me tient à cœur. Alors du coup, pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas Equisense, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites, le capteur, à quoi il sert? Ouais, tout à fait. Alors Equisense, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'aider les cavaliers à progresser et de valoriser tous les acteurs de la filière équine, donc cavaliers pro, les maréchaux, les ostéos, les vétos, tout ça. Donc ouais, vraiment valoriser leur travail, et donc ça on le fait en proposant un outil qui s'appelle Equisense Motion S, qui va analyser la locomotion, le cardio du cheval, analyser tous les progrès qu'on va pouvoir faire au travail. Et donc ça se présente sous la forme d'un petit capteur qu'on va fixer sur la sangle, et qui va être relié à une application sur le mobile du cavalier, et donc ça va analyser vraiment les performances pendant les séances de travail, et aussi mesurer tous les progrès, et du coup avec vraiment un aspect santé, locomotion qui est hyper intéressant. Et surtout c'est un outil qui est très complet avec des exercices qui sont proposés en fonction des résultats qu'on a eus, la possibilité de partager ces résultats avec justement son coach, son véto, son ostéo, tout ça. Voilà, en très simple. Et du coup, tu le disais un petit peu, il s'adresse en fait pas forcément que aux cavaliers, mais à toutes les personnes qui travaillent avec les chevaux et les cavaliers. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça va être utilisé pendant la séance de travail, donc par le cavalier, mais l'idée c'est de mettre en relation justement toutes ces personnes qui travaillent autour du cheval, toute l'équipe qui est autour du cheval, donc avec le véto, le maréchal, l'ostéo, puisqu'on va pouvoir voir
on va pouvoir valoriser le travail de chacun, donc voir les effets d'un Tildren par exemple sur un cheval qui a de l'arthrose. On va pouvoir vraiment suivre l'évolution de la locomotion après avoir fait ce genre d'intervention. Pareil pour l'ostéopathe, on va pouvoir suivre l'évolution de la symétrie ou du rebond après le passage de l'ostéo. Et donc ça, c'est vraiment hyper valorisant pour tout le monde de pouvoir voir que son travail porte ses fruits. Carrément. C'est un concept quand même très innovant du coup sur le marché. Le fait d'apporter des objets connectés dans le monde de l'équitation, comment ça a été accueilli, j'allais dire à l'époque, il y a quelques années? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réticences ou au contraire vous avez été agréablement surpris de l'accueil en fait du capteur? Honnêtement, on n'a pas eu trop de réticence. Il y en a toujours un petit peu quand on apporte des innovations comme ça, mais globalement, ça a été assez bien accueilli par tout le monde, les cavaliers qui étaient très contents de pouvoir avoir enfin un retour hyper objectif, concret sur ce qu'ils font quand ils sont à cheval, et pareil, tous les acteurs de la filière qui sont contents de pouvoir vraiment suivre les chevaux sur le long terme. Donc ça a été très bien accueilli. Bien sûr, ça a nécessité quelques années de travail et de ce qu'on appelle l'évangélisation de ce marché. Donc ça, c'est sûr qu'on n'y a pas coupé, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'était pas les seuls dans cette voie-là. Il y a eu plusieurs autres acteurs qui ont lancé des innovations, en tout cas des objets connectés en même temps, et donc ça, tout le monde a participé à faire en sorte que ça devienne normal finalement. Et ce qui était aussi hyper intéressant, c'est que c'était le moment où on a sorti ces produits-là, donc c'était en 2015 qu'on a commencé à en parler. C'est aussi à cette période-là que les autres sports se sont beaucoup équipés aussi. Donc on a vu beaucoup les applications comme Runtastic, Garmin, Strava, etc. Percer vraiment dans leur sport respectif à ce moment-là. Et donc les cavaliers aussi dans leur vie quotidienne ont pu suivre ces autres innovations. Et donc finalement la barrière entre les sports se perce facilement, et donc voilà, ça participe aussi au fait que ce soit normal dans l'équitation. Oui, il y avait une tendance de fond quand même, c'était pas l'équitation, il y avait vraiment un marché qui se développait plus globalement. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez... Avec en effet les Fitbit, etc. Ouais. Pardon, avec les... Avec Fitbit, oui, qui est une montre qui a beaucoup fait parler d'elle à ce moment-là, et Garmin aussi. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être à l'époque ou aujourd'hui particulièrement des cavaliers d'obstacles ou de dressage, ou est-ce que c'est finalement tout profil confondu? C'est assez varié, et ça c'est très chouette, puisque finalement il n'y a pas que les cavaliers d'obstacles qui peuvent être intéressés par suivre leur progrès, donc c'est assez varié. On a des cavaliers, bien sûr le sous-obstacle est très représenté, puisqu'en France c'est quand même 80% du marché, si je me trompe pas. Donc c'est une majorité aussi chez nous, mais malgré tout le dressage et le complet sont surreprésentés par rapport à ce qu'on peut voir dans les statistiques de la fédération. Donc ça, on est très content de voir ça, parce que c'est deux disciplines qui sont très intéressantes aussi pour suivre la condition physique. Je vois en complet la préparation physique des chevaux avant de partir sur un cross est quand même primordial, et nous avec le cardio, le temps de récupération, tout ça, c'est des infos qui sont hyper intéressantes pour les cavaliers de complet. Donc ils sont très nombreux à nous suivre, à avoir téléchargé notre application et à être équipés de Motion S. Donc voilà, c'est bien entendu les 3 disciplines olympiques sont très représentées, mais on a aussi beaucoup de cavaliers de loisirs, beaucoup de cavaliers qui ne font pas de compétition non plus. Donc c'est assez varié et on en est très content. Oui, d'autant que les évolutions du Motion S par rapport au Motion sont vraiment pertinentes pour des cavaliers complets, comme tu disais, sur tout ce qui est cardio, etc. Ouais, le cardio est vraiment hyper intéressant pour les aspects conditions physiques et santé, et c'est pas quelque chose qu'on peut avoir autrement qu'en ayant un cardio-fréquence-mètre. Donc voilà. À côté de ça, vous avez beaucoup de contenu. Beaucoup d'articles de blog que tu as fait vraiment passionnants sur tous les aspects santé, etc. Toutes les idées de séances qu'il y a dans l'application. Ça, j'imagine que ça aide aussi énormément de cavaliers, même quand ils n'ont pas le capteur finalement, mais à avoir du lien avec la marque, à s'intéresser à tout ça.
Ouais, tout à fait. On y passe quand même beaucoup de temps à faire tous ces contenus, mais pour nous, c'est absolument central parce que Equisense, c'est pas juste le motion-S, c'est vraiment un univers complet qui va permettre d'accompagner les cavaliers dans leur progression. Et la progression, ça se fait aussi en étant mieux renseigné sur comment fonctionne son cheval, sur quels exercices on peut faire pour s'améliorer quand on n'a pas la chance d'avoir un coach au quotidien. Donc c'est vrai que pour nous, c'est primordial d'accompagner les cavaliers de diverses manières possibles, donc via de la mesure, en effet, avec MotionS, mais aussi avec un blog très fourni avec des articles santé. On va détailler l'anatomie du cheval pour bien comprendre comment muscler les abdos, par exemple, et comment remonter le dos de son cheval. On va avoir en effet des vidéos d'exercices. On a plus de 300 exercices dans l'application aussi qui sont gratuits. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important d'apporter tous ces contenus-là. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça manquait quelque part dans le milieu de la vulgarisation au niveau santé Ah ouais, complètement. Honnêtement, quand je suis arrivée à Saumur et que j'ai mis le nez un peu dans la recherche, dans tous les articles de recherche qui existaient sur l'équitation, je suis tombée de ma chaise de voir à quel point il y avait un fossé énorme entre cette recherche qui est hyper développée. Il y a vraiment des universités partout dans le monde qui travaillent sur la biomécanique, sur la santé du cheval. Et on ne le sait pas quand on est cavalier. On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière ça. On ne sait pas toutes les connaissances qui ont été acquises par les chercheurs. C'est une mine d'or inépuisable. Et ça n'a pas du tout traversé la barrière. Enfin, il y a une vraie barrière et ça n'a pas du tout percé jusqu'au cavalier. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dommage. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu participer à cet effort de vulgarisation. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important que les cavaliers soient mieux au courant de ce qui se passe dans le corps de leurs chevaux, quoi. Carrément. Donc, voilà. Et pareil sur les exercices, finalement, à part les exercices que nos coachs ont l'habitude de nous faire faire, on n'a pas forcément l'idée de tout ce qu'on peut faire et pourquoi on les fait, comment ça fonctionne, etc. Donc, ouais, pour moi, il y avait un vrai manque là-dessus. Ouais. Et d'où il venait, je reviens plutôt sur les publications scientifiques, les recherches, comment ça se fait que justement on n'y avait pas accès, que c'était pas rendu plus public? Honnêtement, c'est une bonne question. Et je n'ai pas, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi ça a pas percé plus que ça, parce que j'ai l'impression que ça s'améliore beaucoup. L'IFCE fait un vrai travail de vulgarisation aussi. Ils ont des webconférences. Ils ont un site qui est très bien fait aussi. Et ils mettent beaucoup d'énergie dans la recherche. Et ça, c'est vraiment super que ça puisse, que ça se fasse à ce point. Mais je ne sais pas pourquoi ça a pas percé plus jusque-là. C'est une bonne question. Alors en termes de produits, est-ce que vous avez des projets pour développer d'autres produits connectés ou est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement actuellement pour Equisense? Il y en a toujours. Il y a toujours des pistes de développement. C'est un puits sans fond de tout ce qu'on peut faire pour aider le cavalier, pour aider les coachs, pour aider les ostéos, les vétos, tout ça. On pourrait faire 1000 choses. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est mettre des capteurs partout de la tête aux pieds sur le cheval. Ça, c'est pas notre vision des choses. Par contre, ce qu'on veut, c'est avec un ou deux outils max apporter un maximum d'informations et de services autour de ces informations. Donc voilà, qu'on ait un petit outil qui soit pas du tout invasif, qui se fait oublier pendant la séance et qui pour autant apporte des informations et des services hyper développés. Donc les informations qu'on va pouvoir apporter, ça va être la mesure du rebond, la mesure de la cadence, la mesure du cardio. Et après, derrière ça, il y a tout plein de services qui vont pouvoir s'ajouter sur l'analyse vraiment de ces données, de la prédiction. Voilà, c'est plutôt vers ça qu'on veut aller, c'est développer plus les services que les objets en eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai vu que maintenant tu proposais des programmes de coaching, en fait, enfin, d'établir un programme pour les couples de travail. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors j'appellerai pas ça du coaching parce que sans coach, c'est difficile de mettre ça en place. Mais en effet, ce qu'on propose, c'est des programmes personnalisés où les cavaliers viennent avec une problématique particulière, par exemple justement la préparation physique d'un jeune cheval pour l'emmener sur du complet,
avec donc ils vont nous préciser leurs objectifs, le matériel qu'ils ont à disposition, leur niveau, et nous on va proposer un planning d'entraînement, puisque ça c'est pareil, autant les athlètes humains planifient vraiment bien leurs entraînements, autant les cavaliers c'est pas du tout rentré dans les mœurs pour l'instant. Or c'est la base d'un bon entraînement, c'est de savoir ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Donc c'est ça qu'on fait avec ces programmes personnalisés. Donc on va leur bâtir un planning sur 4 semaines en disant lundi si possible tu dresses, mardi tu sautes, mercredi tu pars en trotting, en leur mettant des objectifs sur chaque séance. Donc pour améliorer la condition physique de ton cheval, tu vas commencer par faire un trotting d'une 20aine de minutes en essayant d'être à telle vitesse. Et l'objectif c'est d'avoir un cardio en dessous de telle valeur. Et on va faire ça pour chaque séance en proposant des exercices qui sont c'est vraiment des propositions. C'est pas obligatoire de faire ces exercices-là, mais ça donne une bonne idée aux cavaliers de quel est le cheminement pour atteindre ces objectifs. Donc voilà. Et bien entendu, ces programmes sont à faire valider par son coach pour être sûr que ça va bien dans le bon sens. Et les coachs ont souvent des bonnes idées d'exercices à rajouter ou à modifier pour que ça convienne parfaitement aux cavaliers. Et ils peuvent aussi se greffer sur ce planning pour aider leurs cavaliers à progresser. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment de participer à une bonne planification de l'entraînement qui est la base des progrès. Ouais, c'est génial. Vous aviez une demande par rapport à ça de la part des cavaliers? Ouais, on a beaucoup de demandes là-dessus. En fait, les cavaliers nous contactent régulièrement, nous disant j'ai telle problématique, est-ce que vous avez des idées d'exercices à nous faire faire? Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais mais pour atteindre ça, en fait, c'est pas juste un exercice une fois qu'il faut faire, c'est vraiment un cheminement, un vrai programme à mettre en place, quoi. Ça se fait pas en une seule fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a proposé ce service-là. Top. Est-ce que le rachat, j'imagine un petit peu la réponse, mais comment est-ce que le rachat par le groupe Voltaire, du coup, amène des synergies, peut-être des nouveaux projets, des nouveaux axes de développement pour Equisense? Ah oui, bien sûr, forcément, ça nous amène vers la problématique de la selle sur laquelle on travaille, bien entendu. Ça n'échappera à personne. Mais ce qui est sûr, c'est que Equisense reste Equisense. On gardera nos produits qu'on a déjà, donc le Motion, le Motion S. Ça ne changera pas. On garde notre identité, on garde nos valeurs, mais le rapprochement avec le groupe nous aide énormément sur la volonté qu'on a déjà depuis longtemps de faire des produits d'excellente qualité, d'une fiabilité à toute épreuve, et ça, eux, ils sont très forts là-dedans, donc ils nous aident à nous améliorer. Et à côté de ça, nous, on est très forts dans la partie digitale, application, et donc on les aide à s'améliorer aussi de ce côté-là. Donc c'est une super synergie qu'on a trouvée, et on est très content de pouvoir bosser avec ces très belles marques que sont Forestier, Voltaire Design et Rebelle. Voilà. Du coup, on attend pour quand? 2021? Ça, je m'avancerai pas du tout sur des dates. On a appris, le passé nous a appris qu'il ne fallait pas s'avancer sur des dates avant que ce soit suffisamment certain. Tu parles du lancement du capteur par exemple. Voilà. J'en dirai pas beaucoup plus, mais voilà, ces nouveaux grands projets, pour l'instant, on s'avance pas sur des dates ni sur des contenus. Ça sera la surprise. Ça marche. Du coup, moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec Equisense, il y en a d'autres, mais c'était d'essayer de réfléchir un peu à la place de la technologie dans le monde de l'équitation, parce que il y a quand même l'équitation un petit peu, on va dire, historique, c'est cette tradition, cette histoire un petit peu ancienne, etc. Et puis, d'un autre côté, des innovations, de la technologie. Comment on arrive à allier les deux, et quelle est pour toi la place de la technologie dans le monde équestre? Alors, pour moi, la place de la techno dans le monde équestre, c'est exactement la même chose que dans les autres sports. Finalement, c'est un outil pour avoir un retour objectif sur ce qu'on fait, et c'est pas une finalité en soi de mettre de la techno dans le sport pour mettre de la techno. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment on essaye de répondre à la question comment faire pour que les cavaliers soient meilleurs jour après jour, et ça le retour
concret, objectif sur ce qu'on refait. La mesure est un outil au service de la progression du cavalier. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et en fait, on le voit beaucoup dans les autres sports, le tennis, l'athlétisme, tout ça a énormément progressé avec justement l'arrivée d'outils connectés pour eux. Donc par exemple en tennis, ils peuvent s'entraîner avec des raquettes complètement connectées qui vont analyser où les balles sont réceptionnées, la force qu'ils vont pouvoir mettre, si les lifts sont bien faits. Donc ça leur permet vraiment d'affiner complètement leurs gestes. Et pareil dans l'athlétisme, on n'imaginerait pas un athlète s'entraîner sans un chronomètre. Oui. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un chronomètre, si ce n'est que de la technologie au service d'un sport, au service de la performance. Et on n'imaginerait pas un marathonien s'entraîner sans son cardio pour savoir exactement à quelle vitesse il doit courir pour être dans une zone de cardio qui lui permet de tenir 42 km. Donc ça, c'est hyper naturel dans tous les autres sports et ça ne l'était pas dans l'équitation. Et c'est ça qu'on essaie de changer. C'est pas mettre de la techno pour mettre de la techno. C'est juste que voilà, pour progresser, il faut se mesurer et donc voilà, la techno permet de mesurer. Oui, clairement. Mais comme tu disais, on était un petit peu en retard quand même. Il y avait un petit gap en fait. Du coup, vous surveillez beaucoup, vous analysez beaucoup ce qui se passe dans les autres sports pour vous en inspirer pour Equisense. Ouais, beaucoup. C'est vraiment quelque chose qu'on surveille énormément. Dans l'équipe, on a beaucoup de sportifs qui ne font pas d'équitation, mais qui eux, du coup, sont très très au courant de ce qui se fait dans les autres sports. Donc, je pense beaucoup au vélo, dont on s'inspire beaucoup avec une application qui s'appelle Strava et qui est spécialisée dans le vélo, qui est vélo et course à pied, et qui est absolument passionnante sur sa gestion de la communauté, des performances. C'est des sports individuels, mais où les gens ont vraiment envie de se comparer aux autres. Et donc ça, ils sont très très forts là-dedans, avec justement une gestion de la communauté et une comparaison de performances qui est très très bien faite. Et donc ça, c'est vraiment un vrai exemple pour nous. Donc on suit énormément ce qui se fait dans les autres sports. Il y a un fort aspect réseau social. J'ai un cycliste à la maison et c'est comme un réseau social pour les cyclistes. Non mais vraiment, c'est la référence. Exactement. Non mais c'est ça. Dingue. C'est ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ils vont s'entraîner seuls et pour autant, ils vont être hyper intégrés à la communauté des cyclistes et ils vont pouvoir comparer sur ce que Strava appelle des segments, donc des parties de route hyper empruntées par les cyclistes. Et ils vont pouvoir se comparer leurs performances avec les meilleurs cyclistes sur cette même partie de route. Donc, par exemple, avec le Tour de France qui a eu lieu il y a pas très longtemps, il y a des cyclistes pros comme Romain Bardet, par exemple, qui s'est entraîné sur une étape en Auvergne et on a pu se comparer à lui sur les mêmes segments que lui sur les parties du Tour de France. Et ça, c'est hyper valorisant de voir comment on arrive à se positionner par rapport à Romain Bardet sur une étape du Tour de France. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye en ayant beaucoup d'adaptation. Bien sûr, on peut pas faire exactement la même chose en équitation, mais en tout cas, l'idée est là, c'est de faire en sorte que les cavaliers qui s'entraînent même seuls chez eux sachent se comparer avec une communauté et se sachent faire partie de cette communauté. Justement. Avec le groupe Facebook, on a ce sentiment-là de pouvoir partager, échanger. Complètement, ouais, c'est ça. On a un groupe Facebook qui est ouvert à tous, clients et non clients, sur justement où ils peuvent échanger sur leur performance, leurs résultats, en disant tiens, moi j'ai un cheval ibérique, mon rebond au trot, je le trouve un petit peu faible. Est-ce que vous avez ce retour aussi sur ce genre de chevaux? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'améliorer? Donc là, les cavaliers vont pouvoir échanger entre eux et ça, c'est assez fort. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes combien et toi, quel est ton rôle au sein d'Equisense? Alors aujourd'hui, on est une petite quinzaine dans l'équipe. On a beaucoup recruté ces derniers mois. Et on a donc à la fois une équipe marketing communication, une équipe technique qui est très développée aussi, la partie administrative, la partie internationale aussi puisqu'on vend dans de nombreux pays à travers le monde. Et donc voilà, on a une quinzaine maintenant vraiment 100% Equisense. Et après, on a bien sûr toutes les équipes du groupe Voltaire qui sont là pour nous aider et inversement, on les aide aussi énormément. Je pense qu'on vous voit beaucoup plus nombreux. On vous imagine plus nombreux. Enfin, moi en tout cas. Avec tout le travail qui est fait, c'est impressionnant.
Ouais, on pourrait être encore plus nombreux. Ouais. Mais, ouais, en effet. Et donc mon rôle là-dedans, alors à la base, quand on a créé la boîte, j'étais sur les aspects scientifiques beaucoup, donc développement des algorithmes qu'il y a dans le capteur, qui vont analyser la donnée et la transformer en une information compréhensible par le cavalier. Donc ça a été mon rôle pendant 2-3 ans, et au fur et à mesure, j'ai basculé pas mal sur la partie création de contenu. Donc les articles de blog, les exercices, les programmes d'entraînement, qui sont encore maintenant une grosse partie de mon travail. Et je travaille aussi beaucoup avec les équipes produits et les équipes techniques sur l'amélioration continue de nos produits, donc pour les aider à ce que l'application soit la plus fluide possible, que le capteur fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est aussi le gros de mon travail. Donc ça passe par du support client. Donc j'en fais encore beaucoup. C'est régulièrement moi qui réponds aux messages que vous envoyez à ITSense. Donc voilà, mais c'est hyper important parce que ça permet de vraiment bien comprendre ce que les gens ressentent à l'utilisation, là où il y a les petites frictions, là où au contraire c'est vraiment très fluide, très facile à utiliser, et surtout les gens ont des super idées d'amélioration. Donc c'est très important d'être au contact des gens et de répondre tous les jours aux messages qu'on reçoit pour entretenir cette confiance qu'il y a envers nous, et puis avoir des bons retours du terrain. Donc voilà, c'est ça surtout qui m'occupe au quotidien. Et alors, tu as les retours du coup des clients. Est-ce que toi, ta pratique, ça t'aide aussi à avoir de nouvelles idées, à imaginer de nouvelles fonctionnalités? Ouais, complètement, bien sûr. On est plusieurs dans l'équipe à être cavaliers et à monter régulièrement, et les retours qu'on a en fonction des profils, parce qu'on a des profils différents, en fonction des chevaux qu'on a, de nos objectifs, ça nous aide énormément, bien sûr, à avoir des nouvelles idées. Mais cela dit, on est quand même beaucoup la tête dans le guidon, donc parfois on ne voit pas certaines, enfin il y a certaines idées qui nous échappent, et donc c'est pour ça qu'on est très heureux quand les gens nous font des propositions, des suggestions, voilà, de choses à améliorer. Mais voilà, c'est en effet c'est collaboratif, c'est à la fois au sein de l'équipe, justement en regardant ce qui se passe dans les autres sports aussi, et dans notre pratique quotidienne, et grâce aux gens, à la communauté des cavaliers qui nous amène aussi beaucoup d'idées. C'est vrai que c'est pas facile quand on en fait notre métier d'une manière ou d'une autre d'avoir le temps et le recul sur notre propre pratique en fait. Elle alimente notre réflexion, mais je sais pas si tu l'as vécu aussi comme ça, mais moi en tant qu'enseignante, j'ai manqué de temps pour moi, ma propre pratique, avec ma propre jument, etc. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu aussi en fondant ITSense. Complètement. On se met vite dans notre petite bulle, et c'est vrai qu'on a tellement de projets, tellement d'envie d'avancer que parfois on ne voit plus il y a certaines choses qu'on ne voit plus, et il y a en effet certains moments de créativité qui peuvent diminuer avec la charge de travail qu'on a. Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir des moments de pratique de l'équitation, notamment en dehors de cet aspect travail. C'est hyper important pour nous de continuer à monter sans forcément penser travail, parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on va avoir des bonnes idées. Et c'est aussi pour ça qu'on va beaucoup sur le terrain, pour rencontrer d'autres gens, voir d'autres pratiques aussi, parce qu'on s'enferme vite dans notre petite bulle, dans notre typologie de pratique. Et le fait de voir d'autres gens avec des expériences différentes, avec des pratiques différentes, ça nous fait aussi beaucoup de bien. Donc on essaye d'aller au maximum sur le terrain. Et concrètement, du coup, aujourd'hui, tu arrives à monter plusieurs fois par semaine, moins régulièrement? Non, malheureusement non. Ma jument était avec moi à Lille, puisque les bureaux sont à Lille. Elle a été avec moi pendant 2 ans, mais malheureusement j'avais plus suffisamment de temps à lui accorder. J'étais quand même beaucoup occupée, et donc j'ai pris la lourde décision de la ramener
chez ma maman justement, qui s'en occupe très bien avec ma coach qui elle s'en occupe vraiment à merveille. Donc elle est entre de bonnes mains et moi j'y vais le week-end de temps en temps, mais c'est assez loin, donc j'essaye d'y aller 1 à 2 fois par mois, mais c'est voilà plutôt le week-end. Malheureusement, j'aimerais plus. J'imagine, ouais. Pour elle, ça doit être agréable d'avoir cette vie-là aussi, d'être retournée là où elle était. Mais... Ah, elle est au top. Elle est au top du top et justement, ma mère et ma coach ont beaucoup plus de temps que moi à lui accorder et ça lui fait beaucoup de bien. Et donc moi, quand je vais monter, justement, ça me permet aussi d'avoir ces moments où c'est 100% pour le plaisir, c'est pas pour le travail et je suis pas pressée le week-end quand j'y vais, je peux prendre tout mon temps. Donc c'est d'autant plus de plaisir. Moins mais mieux en fait. Exactement. Parce que là, vous fonctionnez comment pour tout ce qui est contenu vidéo, etc. d'Equisense? Est-ce que vous avez des partenariats avec des centres équestres autour de l'île ou comment ça se passe? Ouais, on a des écuries et des cavaliers avec lesquels on travaille très régulièrement. Donc, on a une écurie qui est à 1/4 d'heure de nos bureaux et qui nous accueille très régulièrement pour des shootings photos, pour des tournages vidéo, avec des cavaliers qui se prêtent très gentiment au jeu et qui sont très contents de pouvoir nous aider. Donc ça, c'est vraiment cool. On a des cavaliers pros autour de l'île qui nous aident beaucoup. Je pense notamment à Élise Lesage qui a des écuries à une petite demi-heure de nos bureaux et qui est cavalière pro et qui nous accueille dans ses écuries magnifiques pour tourner des vidéos régulièrement. Donc ça, c'est vraiment super. Et après, on a aussi nos cavaliers partenaires. Donc par exemple Delphine Bertraneux qui est cavalière de dressage dans la région centre, à côté de la Motte Beuvron, et qui nous aide souvent, qu'on va retrouver chez elle ou à Saumur, par exemple, pour aller tourner des vidéos ou faire des shootings photos. Donc ça, c'est top. Et puis là, justement, en ce moment même, on est en train de recruter un ambassadeur qu'on a appelé un hero, qui va nous aider justement dans cette création de contenu et qui aura pour rôle de nous raconter sa vie de cavalier avec Equisense, comment Equisense l'accompagne dans son quotidien, comment Equisense l'aide à progresser et donc c'est un ou une cavalière qu'on suivra pendant plusieurs mois, voire 1 an, et si je me trompe pas. Voilà, qu'on accompagnera et qui racontera à toute la communauté comment il a progressé grâce à Equisense. C'est quoi votre objectif à travers cette opération? Notre objectif, c'est vraiment de suivre un cavalier comme tout le monde, qui monte comme tout le monde, qui va faire des concours un peu comme tout le monde et de raconter sans que ce soit une personne de l'équipe, parce que en effet nous on est un peu biaisé par notre amour du produit, notre passion de ce qu'on fait et ça nous intéressait vachement d'avoir justement le retour de quelqu'un d'autre, d'un cavalier autre que l'équipe pour nous raconter justement ses progrès et qu'on suive vraiment sur le long terme, donc pendant plusieurs mois pour suivre ses hauts et aussi ses bas et comment Equisense peut l'aider là-dedans. Et l'idée, c'est que vraiment n'importe qui puisse s'identifier à lui et comprendre bien comment l'univers Equisense aide les cavaliers dans les cavaliers et le reste de l'équipe des cavaliers, donc encore une fois les maréchals, les ostéos, les vétos, dans l'accompagnement du cheval. Ah, super. Alors moi je suis spécialisée en hunter entre autres et vous êtes partenaire du NSE. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix, à ce rapprochement avec le hunter? Je crois que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. On l'a fait 2 années de suite. Ce qui nous a beaucoup motivé là-dedans, c'est que le hunter, c'est une discipline qui est peu connue en France et qui mérite vraiment d'être connue plus, qui mérite d'être pratiquée énormément. C'est une discipline qui est incroyable parce que elle a le mérite d'avoir à la fois un jugement objectif et un jugement qualitatif sur ce qu'on fait, ce qui n'est pas le cas du CSO. Donc le CSO est purement objectif sur est-ce que le chrono a été respecté et qui a le meilleur chrono, est-ce qu'il y a eu des barres, est-ce qu'il y a eu des refus. Donc ça c'est très bien, au moins c'est pas contestable, mais il manque vraiment une notion de qualité
là-dedans, et le hunter répond à ça avec un jugement sur le fonctionnement du cavalier, sur sa position, sur sa capacité à amener son cheval sur des bonnes places à l'abord des obstacles, sur sa capacité à respecter ou non des contrats de foulée, sur sa capacité à venir sauter au trot, sur sa capacité à faire des arrêts au milieu d'un parcours. Et donc, je trouve que cette absence de jugement de qualité du cavalier est assez dommageable en CSO. Enfin, c'est dommage qu'en tout cas, ce ne soit pas plus démocratisé, parce que quand on voit les cavaliers du Hunter, c'est des cavaliers incroyables qui ont un fonctionnement superbe, qui ont des chevaux qui sont bien dressés. Et ça, moi, c'est toujours un bonheur quand je regarde des cavaliers en Hunter de voir cette fluidité dans les parcours. Et voilà, c'est ça qu'on voulait vraiment promouvoir. On voulait aider la fédération à promouvoir cette discipline qui mériterait vraiment être plus pratiquée. Et d'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis. C'est un passage obligatoire pour les cavaliers avant de faire du jumping. Ils sont obligés de faire ce qu'ils appellent de l'equitation, qui est donc l'équivalent du hunter là-bas. Exactement, ouais. Et quand on voit les cavaliers américains comme Billy Madden, par exemple, on voit vraiment l'impact que ça a eu sur leur position, leur fluidité et la qualité des chevaux qu'ils ont. Et même sous nos couleurs, Pénélope, qui a fait un peu de hunter plus jeune et dont on peut pas contester quand même le fonctionnement. Ouais, c'est vrai. Je voulais parler un peu plus globalement du monde de l'équitation avec toi et savoir quel regard tu portais sur le monde du cheval actuellement, sur le secteur équestre. Alors c'est une question très vaste. Oui. Mais là où on pourrait être assez critique sur certaines choses en France, mais je vais pas me perdre dans ce genre de considération. Je pense que ce que je retiens beaucoup de l'équitation en France en ce moment, c'est que je sens qu'il y a vraiment une volonté de changer, une volonté de progresser. Je trouve que le bien-être du cheval est vraiment au cœur des préoccupations en ce moment, et c'est vraiment super. Je suis très contente que ça progresse dans ce sens-là. Je sens que les cavaliers sont avides de connaissances, et c'est pour ça que notre blog marche si bien. C'est parce que les gens sont contents et recherchent vraiment à comprendre ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai mouvement en ce moment de changement là-dessus, et je trouve ça vraiment super de voir que les cavaliers ont envie de progresser et ont envie de sortir de ce côté. C'est la tradition. On a toujours fait ça. Ça fait des centaines d'années qu'on fait comme ça, donc on n'en bougera pas. Ça, le progrès et la tradition peuvent aller de pair. Et je suis très contente de voir que les cavaliers sont en ce moment dans cette volonté de progresser. On a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à d'autres pays. La Suisse, par exemple, est très en avance par rapport à nous sur les considérations éthiques et bien-être du cheval. On a encore beaucoup de travail à faire, mais pour autant, je sens ça va vraiment dans le bon sens. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a une belle dynamique de changement, et j'ai l'impression que cette année un peu particulière, le confinement, etc., ça a aussi accéléré certaines choses, des prises de conscience, des mouvements, et des projets certainement aussi. Enfin, typiquement le mien, mais pas que, même à plus grosse échelle, et que les choses bougent vraiment, et un peu à tous les niveaux. Donc c'est ça qui est assez chouette. Ouais, complètement. On sent qu'il y a un vrai changement de mentalité, et c'est pas qu'une question de génération, c'est pas une question de nouvelle génération qui arrive, c'est vraiment un changement profond, toute génération confondue, j'ai l'impression. Et ouais, peut-être que le confinement y est pour quelque chose, peut-être que ce qu'on voit sur tous les autres sports, parce que le sport en général évolue beaucoup en ce moment, tout ça doit, je pense, participer à cette évolution dans l'équitation, et c'est vraiment top. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années, et en tout cas je suis très contente et assez motivée qu'à notre échelle on en fasse partie, et que en tout cas voilà, j'ai vraiment envie qu'on arrive à accompagner ce changement-là.
Ouais, on va en parler un petit peu après. Juste, je pense que toi qui es scientifique, je pense qu'aussi l'apport des sciences a énormément fait sur l'amélioration des connaissances des cavaliers. En fait, comme tu disais tout à l'heure, il y avait peut-être un gap entre la réalité des recherches et ce qu'on sait, mais quand même, on a beaucoup plus d'éléments. On sait mieux comment le cheval apprend, comment le cheval doit vivre, etc., etc. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça aussi le mouvement de fond qui a fait que maintenant on sait, on se rend compte, donc on remet en question et on bouge les choses. Ouais, c'est sûr. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits et je reparle de l'IFCE parce que c'est vrai qu'ils font un super travail de Ouais. vulgarisation de toutes les connaissances. Il y a de plus en plus de colloques ouverts au grand public qui sont organisés. Donc, par exemple, l'IFCE organise ce qu'ils appelaient avant les JRE, qui sont maintenant la JSIE, donc la Journée des sciences et l'innovation, je crois, dans l'équitation, si je me trompe pas, qui est organisée à Saumur et qui regroupe à la fois des scientifiques, mais aussi des cavaliers, et dont la volonté est vraiment de vulgariser les travaux chaque année des scientifiques français et étrangers. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça aide beaucoup. Ils font énormément de webconférences où ce sont des vétérinaires ou des cavaliers professionnels, des écuyers ou des scientifiques qui vont venir échanger avec des cavaliers sur des sujets très appliqués. Donc en effet, ça va être les aides du cercle. Par exemple, Patrick Gallou, qui est un écuyer du Cadre Noir, a fait une webconférence pour expliquer ce que c'est les aides du cercle, vraiment. Ça va être sur le cardiofréquence-mètre, l'utilisation au quotidien d'un cardiofréquence-mètre. Donc tout ça, c'est des webconf faits par des gens qui sont les mieux placés, qui ont un niveau de connaissance hyper élevé et vraiment à destination des cavaliers. Et donc tous les projets qui vont dans ce sens-là permettent aux cavaliers de se rendre compte justement de toutes les connaissances qu'il y a, de mieux comprendre comment son cheval fonctionne et du coup de remettre en question leur pratique. Et du coup, ça pousse tout le monde, tous les acteurs de la filière à s'améliorer et ça, c'est vraiment top. Ça aussi, c'est un apport de la technologie finalement, parce que sans Internet, on Ouais, c'est vrai. n'aurait pas accès à tout ça. C'est quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et on peut être très critique envers les réseaux sociaux, mais il faut dire que tout ce qui est publié dessus par des pages ou des chaînes de confiance, c'est vraiment du très très bon travail. Et voilà, on a la chance de pouvoir suivre des grandes cliniques vétérinaires. Je pense à Equitom ou à la clinique de Grosbois qui publie énormément de vidéos d'opérations qui expliquent des cas un peu compliqués qu'ils ont eu. Et c'est vraiment incroyable de voir le travail qu'ils font. Et je pense que les gens sont assez friands, enfin les cavaliers sont assez friands de ce genre de contenu. Et on voit que ces pages Instagram, Facebook, YouTube fonctionne hyper bien et du coup en effet les gens posent plein de questions et, c'est passionnant. Et du coup forcément le niveau global des cavaliers va augmenter aussi grâce à ça. Puis en plus c'est des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas accès. Enfin, je veux dire le milieu médical, quel qu'il soit, humain ou vétérinaire, est relativement fermé. On pourrait jamais aller regarder une opération ou alors faudrait connaître quelqu'un. Enfin voilà. Là on a accès à des opérations en live. Moi je trouve ça génial, passionnant. C'est vraiment incroyable. Il y a aussi, je voulais parler de Léa qui a lancé sa page aussi, Lansade. Et pareil, qui donne accès à vachement de contenu. Là, il y a les dernières études qu'elles ont faites qui sont à la fois drôles et en même temps assez surprenantes sur est-ce que les chevaux nous reconnaissent, etc. Et tout ça, c'est assez dingue. Ouais, il y a eu il y a un vrai travail sur l'éthologie et le comportement des chevaux qui est fait par des chercheurs français dont Léa Lansade fait partie. Ouais. Et c'est absolument passionnant parce en effet, comme tu disais, on apprend de mieux en mieux, enfin on comprend de mieux en mieux comment le cheval apprend, comment il se comporte, qu'est-ce qui est bien pour lui. Et c'est bête, mais on se rend compte, et attention, grosse nouveauté, que les chevaux n'aiment pas être enfermés dans des box. On est en 2020. Ouais, c'est ça. C'est à la fois c'est dommage de se dire on se rend compte objectivement de ça qu'en 2020, mais c'est hyper important que ces études-là soient menées et ça nous remet vraiment face aux contradictions, à toutes les choses qu'on a faites
depuis des centaines d'années qu'on ne remettait pas en question et qui maintenant sont remises en question par justement ces chercheurs-là qui font un travail formidable et qui nous permettent justement de comprendre ce qu'il y a à garder dans la tradition et ce qu'il y a aussi à jeter, entre guillemets, en tout cas ce sur quoi on doit vraiment progresser. Notamment, il y a eu énormément de travaux sur justement l'hébergement du cheval. Je pense à une étude qui a été faite par une chercheuse en Suisse sur des étalons dans un haras, ou vraiment des étalons qui reproduisaient, et à qui elle avait installé des parois ouvertes entre les boxes où ils pouvaient passer l'encolure mais pas les épaules, et donc ils pouvaient entre étalons venir se gratter, avoir des contacts, des interactions sociales hyper développées. Et malgré le fait qu'ils soient reproducteurs, les chevaux diminuaient sensiblement les stéréotypies, donc les tics. Ils avaient des interactions sociales qui étaient hyper riches et pas du tout d'agressivité, et ils perdaient beaucoup en agressivité aussi envers l'humain. Et donc ça, c'est hyper intéressant de voir que nos préjugés sur si les parois des boxes sont ouvertes, les chevaux vont se blesser, non, c'est pas vrai. Donc ça fait du bien. Et vraiment on essaye à notre échelle, Equisense, de participer à ces travaux-là, donc soit en partageant ce genre de résultats, ou sinon en y participant activement, en faisant des prêts de matériel. On prête beaucoup de matériel aux chercheurs qui le souhaitent et qui souhaitent objectiver justement leurs travaux. Donc que ce soit les chercheurs ou les ostéos, les vétos en formation qui veulent faire leur mémoire sur l'utilisation d'objets connectés, ou en utilisant nos résultats, on leur fait des prêts de matériel, et ça marche vraiment super, et on est très content de pouvoir participer activement à toute cette recherche qui bouillonne génial. En ce moment. Super. Alors, tu abordais un petit peu le sujet tout à l'heure. Comment toi, justement, tu vois l'avenir, et en particulier la relation homme-cheval à l'avenir? Justement, je la vois. J'imagine qu'il va y avoir des progrès énormes, et on les voit. On voit poindre justement toutes ces petites améliorations. Et je pense que la technologie dans la relation homme-cheval, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne va certainement pas remplacer nos sensations. Ça va pas du tout être un frein à la bonne communication qu'on a avec nos chevaux. Au contraire, ce genre d'outils, que ce soit les nôtres ou tout autre objet connecté qu'on pourrait imaginer, c'est vraiment là pour faire parler le cheval, entre guillemets. Donc, nous aider à mieux les comprendre, nous aider à comprendre ce qui est mieux pour eux. Et donc, le but de tout ça, c'est pas du tout de mettre un mur entre les deux, c'est au contraire de fluidifier au maximum les interactions qu'on peut avoir, et faire en sorte que les cavaliers soient d'autant plus attentifs à leurs chevaux, et surtout qu'ils comprennent vachement mieux ce qui est bon pour leurs chevaux, quoi. Que ce soit dans l'entraînement, dans leurs habitudes, dans leur vie, dans leurs interactions, voilà. Donc c'est ça un peu ma vision des choses, c'est que la techno va finalement aider à fluidifier les interactions. C'est la place que tu donnerais à Equisense justement dans cet avenir-là? Comment tu verrais dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, l'avenir d'Equisense? L'avenir d'Equisense, on a des projets pour justement pour les 5 et 10 ans à venir, donc c'est clairement pas ça qui manque, mais justement c'est vraiment ça notre vision, c'est de faire en sorte que le cheval soit mieux compris par son cavalier, et de faire en sorte que tous les acteurs qui gravitent autour du cheval soient vraiment valorisés pour leur travail, et que ça pousse globalement tous les acteurs de cette filière à augmenter la qualité de leur travail, et voilà, les bons seront très valorisés, et ça poussera tout le monde à s'améliorer encore. Voilà. Et puis recréer du lien peut-être entre tout le monde pour arrêter et recréer complètement du lien entre tout le monde, ouais, c'est ça. Justement, quand on parlait des autres sports, il y a un truc qui est bien fait dans les autres sports et qui l'est pas du tout dans l'équitation, c'est cette notion d'équipe autour d'un athlète. Quand on voit on parlait des cyclistes, quand on voit les cyclistes du Tour de France, ils ont une équipe qui est énorme autour d'eux, entre les fabricants des vélos, entre leurs kinés, leurs entraîneurs, les directeurs sportifs. Ils ont vraiment une équipe autour d'eux, et ça c'est très bien vu. Enfin, on s'en rend compte vraiment dans les autres sports. En équitation, je trouve que cette notion d'équipe autour du cheval
est beaucoup moins concrétisée par les cavaliers. Or, pour qu'un athlète cheval progresse, il faut un bon cavalier, il faut un bon entraîneur, il faut un bon maréchal ou podologue, il faut un bon ostéo, il faut un bon veto, il faut un bon nutritionniste. Le nombre de personnes qui gravitent autour de l'athlète cheval est énorme, et il n'y a pas suffisamment de connexion et de dialogue entre tous ces gens-là. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire à notre échelle avec Equisense. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vient de l'histoire militaire plus que sportive ? C'est vrai que je m'étais jamais posé cette question, mais oui, t'as ça me vient comme ça. Je sais pas si parce que finalement c'était envisagé plus comme, je sais pas trop comment dire, une discipline, un art même. Il y a eu quand même beaucoup d'auteurs, etc. Ça devenait vraiment un art. Là, on a l'approche très sportive aussi de nos jours. Et je me dis peut-être que ça vient de là, qu'on n'a jamais vraiment conçu ça comme un sport, et que le cheval était l'athlète au cœur. Et ouais, t'as très certainement raison. Je pense que, en effet, à la base, c'était militaire, et surtout quand on revient à par exemple, d'où le cadre noir vient. Enfin, quelle est l'histoire du cadre noir? C'est que à la base, c'était pour entraîner les militaires à partir à la guerre pendant les guerres napoléoniennes. Donc, c'était le cheval était un outil de guerre, et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé au départ à bien former ce qu'ils appelaient les écuyers, pour maîtriser cet outil qui était le cheval, après que toute la cavalerie ait été décimée pendant les guerres napoléoniennes, justement. Et c'est comme ça qu'ils ont, au fur et à mesure, appris les airs de haute école, donc les courbettes, les croupades. C'était à la base de la défense. Donc, ouais, en effet, t'as sûrement raison. Ce côté, ce côté sportif est finalement assez récent dans l'histoire de l'équitation. Ouais. Alors que c'est vrai que les autres sports étaient probablement plus directement compris comme étant des sports, et donc que l'athlète il faisait aucun doute que c'était qui était l'athlète et qui devait être son équipe pour l'accompagner. Oui, c'est ça. Au JO, il y avait déjà certains sports. Il n'y a pas eu trop de réflexion autour de ça. L'équitation, c'est quand même plus récent. C'est ça. Et après, ouais, cette conception du cheval athlète, et déjà remettre juste le cheval au cœur du truc, et que ce soit pas juste le cavalier qui fait du sport, mais que ce soit vraiment quelque chose qui s'organise autour du cheval. Ça reste assez nouveau aussi, même avec toutes les approches prépa mentale. Enfin, on voit que c'est des sujets Carrément. Qui arrivent très tardivement sur le marché de l'équitation, quand même. Ah, complètement. Là, on commence à avoir beaucoup de questions. Nous, sur la prépa mentale, on travaille avec un cavalier de Hunter qui s'appelle Jonathan Rougier, qui est un cavalier professionnel, entraîneur. Il est psychologue du sport, et du coup, il nous a beaucoup accompagnés pour rédiger des contenus sur la préparation mentale, puisque c'est vraiment son travail. Et ça ne fait aucun doute chez les autres sportifs qu'il faut de la prépa mentale. Et je pense au tennis, parce que quand j'étais en école d'ingénieur, je côtoyais beaucoup de tennisman qui étaient à haut niveau, et qui eux avaient des séances de prépa mentale toutes les semaines, avec un entraîneur qui était spécialisé là-dedans. Et je regardais Roland Garros encore il y a très peu de temps, et quand on voit les interviews des tennisman, ils disent j'arrive à garder mon calme parce que je fais de la prépa mentale. Or, les cavaliers, il y a très peu, ne connaissaient pas du tout ce que c'était la prépa mentale. Ils n'en voyaient pas encore l'intérêt. Là, on commence vraiment à en entendre parler, et les gens se posent des questions, ont envie de progresser là-dedans, mais pour l'instant, c'est pas du tout démocratisé, alors que ça l'est vraiment dans les autres sports. Oui, c'est vrai. Et sachant aussi. Et quand on voit l'impact du cavalier, enfin, du stress du cavalier sur son cheval, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. C'est clair. Enfin, c'est colossal. C'est colossal. Les chevaux sont des éponges, et s'ils nous sentent en stress, ils seront en stress. Il faut pas oublier que ce sont des proies, et que comme toute proie, ils sont obligés d'être à l'écoute de l'environnement, et d'être hyper alerte si jamais il y a le moindre danger. Or, si son cavalier est en stress, ça veut dire qu'il y a un danger, donc ça veut dire que lui aussi il est stressé. Donc c'est hyper important de comprendre
que le cheval, justement, en tant que proie, a des modes de réflexion et des fonctionnements un peu différents de nous. Et du coup, la prépa mentale est fondamentale pour qu'on arrive à bien communiquer avec nos chevaux et à pas leur transmettre des émotions qu'on ne saurait pas gérer. Et c'est pour ça que j'allais dire que c'est même pas réservé que à ceux qui conçoivent l'équitation comme un sport et qui font du concours ou de la performance. En fait, c'est pour tous. Et on retrouve même cette approche un petit peu dans l'équi-coaching, dans toutes ces pratiques autour du cheval, de mieux gérer nos émotions, mieux gérer notre gestuelle, nos pensées, etc. En fait, et j'ai l'impression que ça aussi, c'est une vraie tendance actuellement. Ouais, carrément. C'est en effet, la prépa mentale n'est pas fait que pour les compétiteurs. C'est vraiment adapté à tous les cavaliers parce que et ça nous aide dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Savoir bien se gérer mentalement à cheval, ça nous aidera aussi dans notre vie quotidienne. Donc c'est vraiment tout bénef et j'incite vraiment les cavaliers à se faire accompagner sur ces sujets-là parce que c'est à la fois passionnant et ça nous aide, ça aide énormément. Et donc ouais, en effet, on voit beaucoup de gens développer des services d'équi-coaching, d'équithérapie pour aider les cavaliers et d'ailleurs les non-cavaliers puisqu'on voit beaucoup de gens qui font des prestations pour des entreprises, par exemple, pour des managers. Et c'est vrai que le cheval est très utile parce qu'il va faire ressortir des émotions qu'on n'imaginait pas et qu'on ne voit pas forcément. Peut-être qu'Equisense lance quelque chose autour du coaching, de la prépa mentale et de l'accompagnement cheval-cavalier. Alors on fait, on a beaucoup de contenu sur ce sujet. Pour l'instant, on s'en tient à du contenu. On laisse les professionnels faire leur métier là-dessus, mais en tout cas, on participe beaucoup à démocratiser cette connaissance. Ouais, tout à fait. Ouais. Super. Et ben justement, où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça pour les gens qui nous écoutent et qui suivraient pas encore Equisense ? Alors sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, avec nos pages donc s'appellent tout simplement Equisense. On a un blog, donc c'est blog.equisense.com, tout simplement, et on repartage sur nos réseaux sociaux justement très régulièrement nos articles. Il y a notre application mobile qui est gratuite et qui contient plus de 300 exercices et programmes d'entraînement, donc qui est disponible sur iOS et Android. Donc l'appli s'appelle aussi Equisense tout simplement. Et notre site bien entendu equisense.com sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait et toutes les informations sur nos produits, sur l'application, etc. Et comme on disait, il n'y a pas besoin d'avoir un capteur pour accéder à tous les contenus passionnants et très riches. Ouais, absolument. Faut pas hésiter à se promener sur l'app, le blog, les réseaux sociaux pour voir toute l'ampleur de ce qu'on propose et pour bénéficier justement de tous ces contenus qui, je l'espère, sont intéressants et qui aideront les cavaliers à progresser même s'ils sont pas équipés. Ouais, tout à fait. Ben merci beaucoup Camille pour ton temps. J'étais ravie d'échanger avec toi. C'était super. On a pu balayer quand même pas mal de sujets et c'est absolument passionnant. C'est vraiment des thématiques qui me passionnent et qui font que je suis contente de me lever tous les matins. On est très contente d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets. Ouais, super. Bon, écoute, bonne soirée. À bientôt. Merci. À toi aussi. À bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 1 d'Equidé le podcast avec Camille Saute, cofondatrice d'Equisense. J'espère sincèrement que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit avis 5 étoiles, ça aide beaucoup pour faire connaître le podcast à d'autres personnes et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @Equidé le podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir échanger avec moi par message, je suis toujours ravie d'en recevoir et d'échanger autour de notre amour pour les chevaux. Je vous retrouve quant à moi dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Equidé avec un nouvel invité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos poilus. À bientôt!